Nul ne sera tenu en esclavage ou en servitude. Nul ne sera soumis à des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Article 5, c'est marqué noir sur blanc. Vous n'avez pas le droit de séquestrer cette petite fille contre son gré. Le droit, monsieur... Monsieur Temporini. Et quel droit? Le droit des personnes à disposer d'elles-mêmes. Le droit, c'est moi. C'est Hagen. Hagen a tous les droits. Sale petite frappe. Je vous ordonne de libérer cet enfant immédiatement. Qu'est-ce que tu m'ordonnes? J'ordonne... Qu'est-ce que tu m'ordonnes? Je vais t'écraser, sale rital! Mais vos kilos de muscles ne me font pas peur! But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 16, épisode 15. Cette semaine, émission Vivre pour survivre, bruit qui court et Richelieu. On en a assez de scotcher devant la télé, on a besoin de plus de films. Passez-nous les clés de votre Harley, ce soir on a envie d'avancer, de voir nos rêves défiler. Laissez le cinéma nous emporter. Un peu d'air dans nos vies pour nous, c'est juste une question de survie. Eh oui, vous êtes bien dans En attendant Godard sur Syllab, l'émission de cinéma qui est la mieux que les autres. Et donc, vous l'aurez peut-être compris via cette citation détournée d'une chanson des L5 de l'air, juste une question de survie. Le fameux girl pop power groupe de M6 d'il y a une vingtaine d'années déjà, donc les L5. Nous allons parler donc de rue et de survie à l'occasion de la sortie dans les salles françaises la semaine dernière du dernier long métrage en date de Rolf de Hair, The Survival of Kindness. Ensuite, nous parlerons du nouveau film réalisé par les membres de la Rumeur, Amé et Ekoué, Rue des Dames. Et enfin, nous parlerons du nouveau film de Dimitri Rassam, Jérôme Sédou et Martin Bourboulon, Les Trois Mousquetaires, Part 2, Milady. Et pour parler de ce jeu programme, il y a autour de cette table, bien évidemment, comme la semaine dernière, la fine fleur de la critique du Grand Ouest, il y a le docteur Erwan. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Voilà, nous avons encore été abandonnés par Thibaut cette semaine, empêtrés dans des problèmes familiaux. C'est juste les aléas de la paternité. C'est ça, exactement. Et qu'il a sa mère dans les pattes en ce moment chez lui, donc du coup, il n'est pas trop disponible. Et voilà, mais vous, Erwan, vous êtes là malgré le mal qui vous accable. Voilà, malgré la fièvre des marais voilà, qui m'a touché ces derniers jours et qui me laisse convalescent et flagada. Mais rassurez-vous, Erwan va nous mettre la fièvre pendant des heures. Des heures, bien sûr. Exactement. Et à la mise en son de cette émission, donc il y a évidemment Ulysse. Bonsoir Ulysse. Donc voilà, c'est la force en présence et donc nous allons passer tout de suite aux nouvelles neufs de tête de ligne. Un seau de merde, docteur. Il m'a jeté un seau de merde en pleine figure. Alors, agenda local pour commencer, bien donc pas grand-chose. Hein. C'est la fin de l'année, tout ça c'est un peu mou. Les ciné-clubs sont en vacances, tout le monde va être en vacances. Ça va être les dindos marrons et les belles-mères dans les pâtes aussi. Donc voilà. Et des films de Noël avec Franck Dubosc. Et des films de Noël. Il est sorti il y a 2 semaines. Voilà. Ils n'ont pas pris le risque quand même. Non, mais t'inquiète pas, on en a d'autres, on va voir ça tout de suite. Mais donc, local pour commencer, bien c'est la semaine prochaine, puisque donc la semaine prochaine, nous ne serons pas en studio, ce sera la mixtape traditionnelle de Noël, et après on aura une semaine de pause bien méritée avant de faire le bilan de l'année 2023. Mais donc, jeudi 28 à l'Arvor, dans le cadre de Monumental, vous pourrez voir ou revoir Le Nom de la Rose, le meilleur film de Jean-Jacques Hano, d'après le bouquin de Umberto Eco. Avec la victoire en chantant. Avec la victoire en chantant. Ça se joue. Il y a match. Et coup de tête qui est bien quand même. Oui, coup de tête, c'est bien. Aussi, il y a quand même quelques. Oui. Faut pas. Après, c'est plus brinque-ballon. Mais... faut pas toujours jeter à nous avec le du bas. Non. Il y a de bonnes choses. Il y a aussi des très mauvaises, mais il y a de très bonnes choses. Il n'y a pas que du bon. Non, exactement. Il n'y a pas que du bon. Non, exactement. Et sinon, le lendemain, donc le 29, vous pourrez voir ou revoir Oliver Twist.
Le vieux. Hein, oui, j'imagine. Pas celui de Polanski. Non, c'est plus trop de. Celui de Abraham Polanski. Oui, c'est ça, d'Abraham Polanski. Exactement. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai noté. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose d'autre d'ici la fin. Juste un petit fun fact. C'est toujours rigolo de savoir que les acteurs qui citent qui donnent les répliques de notre virgule ont été reçus la semaine dernière par le président de la République pour donner une légion d'honneur à Christian Clavier. Voilà. Oui, il le mérite amplement. Un monument du patrimoine français. C'est même d'ailleurs bizarre qu'il l'ait pas eu à l'époque où c'était Sarko président. Oui, c'est. Ils étaient copains quand même plutôt. Ouais. Soutien même. Peut-être, je ne sais pas. Peut-être qu'il avait déjà eu des breloques et que là c'est une breloque supplémentaire. Peut-être que c'est un grade en plus, j'en sais rien. Oui, voilà, c'est ça, c'est une autre gratification. En tout cas, bravo Christian, on est fiers de toi. On est fiers de toi. Bon, c'est un peu à cause de toi que cette très belle loi sur l'immigration n'a pas été votée. Hein. Je voudrais pas faire dans le complotisme, mais Christian Clavier, loi sur l'immigration, Gérald Darmanin. Alors, vous serez ravi d'apprendre, mon cher, que les Républicains et le Front National et les macronistes ont trouvé un accord cet après-midi. C'est que grand bien leur face. Voilà. Donc, à caca les étrangers, à coucou de bâton et dans le charter, retour à la maison. Voilà, exactement. C'est l'esprit. Voilà, c'était un peu l'esprit du truc au départ. C'est le cadeau de Noël pour terminer cette année. Voilà, de la part du gouvernement et de l'État. Un petit gâteau au caca. Exactement. Ouais, une bonne tarte à la merde. Alors, sinon des tartes à la merde, il y en aura quand même pendant les 2 semaines à venir. Faut pas se laisser cinéma. Retomber, hein. Il y aura aussi des bonnes choses, très probablement des choses qui vont nous intéresser. Déjà, sort demain 5 films potentiels que j'ai envie de voir. Oh là là. C'est quand même pas mal. Donc 4 sont navrants. Alors, 3 navrants probablement. Mais en tout cas, 2 choses qui vont être sûrement très intéressantes. Il y a le long métrage Les Colons de Felipe Calvez qui sort à l'Arvor, donc sur, on va dire, les néo-conquistadors en terre de feu, donc au sud du Chili, au début du siècle dernier, qui ont fait des sacrées saloperies. Ça a l'air de pencher un petit peu du côté Herzog, un petit peu comme... Ça a l'air assez western, quand même. Assez western, herzogien, on va dire, donc c'est tout à fait pour me plaire et ça a l'air vraiment très très chouette. Et sinon, donc il y a le nouveau long métrage, je précise, de Frédéric Wiseman, 3h58, Menu Plaisir, les Trois Gros, donc sur la dynastie de cuisiniers et de gastronomes Trois Gros, donc dans la région de Lyon. Et donc Wiseman, comme à son habitude, a fait un long documentaire pour montrer justement le travail en cuisine dans ces cuisines célébrées de par le monde. Donc a priori, film à ne pas aller voir si on a faim. Exactement, d'autant que il faut mieux y aller repu, quoi. Je crois que les séances sont genre à 14h ou bien à 15h, donc clairement manger avant. Parce que... ou alors pour un lendemain de déjeuner de Noël, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Pour suivre un déjeuner de Noël, quoi. Le 26 décembre, allez le voir, ça va relancer un peu. Mais oui, clairement, il faut aller bouffer avant, à mon avis, sinon. Ou alors ramener une petite bavette. Un petit kebab. Un petit quelque chose, quoi. Voilà, un petit frichti. Donc ça c'était les choses potentiellement intéressantes qui sortent. Voilà. Et alors du côté des trucs nazes. Alors donc le film de et avec et sur Jeff Panaclock et sa marionnette, réalisé par Pierre-François Martin Laval. Oui, d'accord, ok. Alors ça, je sens un enthousiasme. Mais pourquoi est-ce que c'est pas une biographie de Tataillé? Moi, je comprends pas. Parce que Tataillé est passé de mode. Ouais, mais c'est dommage parce que tu vois, tu voulais faire un truc 70s, velours côtelé, Jabot. J'espère qu'il y aura des références à Jeff Tataillé avec son mec à moustache et tout. Tu vois. Et non, dommage. Ça... Malheureusement, ils ne l'ont pas fait à l'époque. Moi, j'aurais bien aimé voir un film avec Tataillé qui arrive à faire exploser le cerveau des gens par télépathie, comme dans Scanner. Avec qui mal en gif. Ce serait super. Et sinon, probablement un peu mieux quand même, parce qu'il y a notre star Didier Bourdon. C'est donc Chasse gardée, où Camilou et son mec néo-ruraux donc arrivent à la campagne. Ils ont fui Paris. Ils vont dire c'est super, c'est beau. Ils sont accueillis par Didier qui est super sympa. Il est un rigolo, mais en fait, patatras, il est chasseur. Et donc, Tintin, ça va être la bagarre entre les chasseurs et les néo-ruraux. Que va-t-il se passer? Quiproquo en pagaille, gag, humour. Mais tout cela, ça se terminera dans une union nationale de bonne aloi. Autour d'un bon pot-au-feu, très probablement. Avec des animaux morts dedans. Demain, donc à 14h, si vous voulez venir avec moi au cinéma Pathé. Avant d'aller voir le soir, donc, Aquaman et le Royaume perdu. Donc... je sais pas si tu as vu l'affiche du film. Franchement, c'est un des trucs les plus random. Je me dis, putain, mais c'est l'IA, c'est une IA qui a fait l'affiche, c'est pas possible. Là, Warner, on n'a plus rien à foutre. Le slogan est naze. Que les océans se déchaînent, c'est naze. L'affiche est... Le titre est nul. Parce que c'est quoi? C'est Aquaman and the Lost Kingdom. Ouais, et le Royaume perdu, putain, tu fais pas plus générique. Et la pyramide oubliée, quoi. Voilà. Et sur l'affiche, t'as juste Aquaman qui regarde avec un petit regard par... exactement l'affiche que le premier. Exactement, qui regarde avec un petit regard par en dessous.
dans des tons vaguement bleutés, et tu fais ah ouais, putain. Donc la Warner, on n'a plus rien à Ah ouais, ça se voit, hein, ça se c'est sent. c'est le dernier film du DC partagé l'univers ou je sais pas quoi Oui, là, bah, il est temps, ouais. parce que avant de le rebooter. Donc le méchant du film vient d'être condamné pour violence sur sa compagne, et Amber Heard, suite à ses différents procès avec Johnny Depp, a quasiment été évacué du film. Donc autant dire qu'ils en ont un peu rien à foutre, quoi, visiblement. Ouais, donc catastrophe en perspective que tu vas aller constater avec une joie malsaine. Exactement, avec goulayance. J'espère que ce sera aussi rigolo que le premier. Et en plus, Patrick Wilson est de retour, donc ça, c'est cool. Donc tout ça va être coloré, tout ça, Aquaman. Et donc il y a aussi un film de fiction sur Edward Munch, je sais pas comment on dit. Qui a l'air de prendre un peu le même style que le film sur Bob Dylan de Tom Hanks. Exactement, je pense à ça, avec plusieurs époques, avec des incarnations différentes. Avec des styles de mise en scène différents, pourquoi pas. Sinon, il passera aussi en séance exceptionnelle la semaine prochaine à l'Arvor. C'est le nouveau film du patron, du roi du cinéma mondial, parce que c'est le mec qui ramasse le plus de thunes, c'est donc Shah Rukh Khan, la superstar des cinémas indiens, avec donc Dunky qui sort en salle et qui nous passera à l'Arvor la semaine prochaine. Sinon, la semaine d'après, il y a un nouveau film avec Nicolas Cage qui apparemment est vraiment bien, parce qu'il a refait un bon film une fois tous les 5 ans. C'est son film bien c'est son film bien décennal. Exactement, bidécennal. Donc ça sera Dream Scénario, apparemment c'est super chouette. Donc voilà, vérifiez. Il y a le nouveau film de Koreeda, L'Innocence. Un film de genre français aussi qui s'appelle Vermine. D'accord. Il y a, ça c'est pour moi parce que le premier a été étonnamment très drôle, les Sekpa au ski, qui est donc la suite des Sekpa. Le premier m'avait étonnamment plu. D'accord. Je m'attendais vraiment à une grosse merde et en fait c'était assez rigolo et bien écrit. Donc, étonnamment avec des claques dans la gueule, des gens qui tombent, tout ça. Et sinon 2 films donc, qui sortent sur plateforme. Il sort demain, je crois, le nouveau film de Bradley Cooper comme réalisateur maestro sur Leonard Bernstein. Voilà, qui tape une petite répute de super biopic, machin, pourquoi pas. Et dans un tout autre genre, le nouveau film de notre débile préféré, mais non, c'est pas vrai parce qu'on l'aime pas. Donc Zack Snyder avec la première partie de sa saga de science-fiction Rebel Moon, c'est son Star Wars à lui. Mais c'était pas déjà sorti ça ? Non. J'ai vu des bandes annonces, mais genre il y a 1 an. Moi. Ah oui, mais ça fait longtemps qu'il travaille dessus, c'est un peu le projet. Ou alors c'était Roland Emmerich. Il y avait un truc avec la lune qui tombe sur la Terre. C'est Roland Emmerich, non ? Oui, Moon quelque chose, mais c'était Emmerich. Mais c'était il y a un an et demi. Il faut arrêter les gars, quoi. J'ai fait 36 trucs sur le même thème là en plus. Arrêtez avec la lune. Moi je vous confonds tous les uns les autres là. Déjà, c'est déjà pas simple de vous reconnaître. Alors. Il y a rien qui ressemble plus à un film sur la lune qu'un autre film sur la lune. Tu sais, quand tu as d'un côté. White House Down de Roland Emmerich et de l'autre côté La chute de la Maison Blanche d'Antoine Fuqua qui sort genre le même mois. Je m'étais fait un double programme où j'avais regardé les 2. Le Antoine Fuqua est étonnamment mieux. Enfin, pas étonnamment parce que Emmerich. Non, il est mieux parce qu'il est con. Olympus Has Fallen. Voilà, il est mieux parce qu'il est con, qu'il assume qu'il est con, alors que l'autre est juste débile. Alors que le film avec Gérard, le deuxième, tout le monde le sait, le meilleur, c'est le deuxième, London Has Fallen, un des films fascistes les plus rigolos qui soit. Exactement. Très joyeux, un fascisme guilleret presque, je veux dire. Oui, tout à fait. Donc voilà, c'est les choses qui sortent pour la fin d'année. En tout cas, plein de belles choses à se mettre sous les mirettes. Plein de belles choses et de moins belles. Exactement. C'est un petit peu comme les Quality Street, il y a potentialité de tomber sur la poire Williams, quoi. Exactement, voilà. Ou Mon Chéri. Ouais, voilà. Donc on va s'arrêter là, on va passer tout de suite à la section critique de cette émission avec un peu de gentillesse. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était bien évidemment Napalm Death avec Killing with Kindness. Parce que quand j'ai cherché un petit peu dans ma bibliothèque sur mon disque dur, j'ai cherché Survival ou bien Kindness, et le seul groupe sur lequel je suis tombé pour les 2 termes, c'était Napalm Death, comme quoi ils ont vraiment des chansons pour tout. Bon. C'était totalement bon. Et donc de Kindness, il en est question dans le nouveau film de Rolf de Herre, The Survival of Kindness, sorti dans les salles françaises la semaine passée. Donc Rolf de Herre, cinéaste originaire de Hollande, qui assez tôt a immigré donc en Australie, Down Under comme on dit, et qui a réalisé la très grande majorité de ses films là-bas. Son dernier long métrage en date d'il y a 11 ans, Charlie's Country, dont on avait parlé dans cette émission. Il n'avait rien réalisé depuis, donc voilà, un film dont on avait parlé, avec qui mettait en scène le fameux, peut-être la seule star aborigène du cinéma. C'est marrant, c'est un mec, je trouve que c'est un mec un peu comme Alex Van Warmerdam. C'est le mec qui a fait Les Habitants. Ah oui, exactement. C'est les mecs, ils ont eu leur truc dans les années 90, puis
Puis ils ont disparu. Et puis là, tout d'un coup, ils se remettent à faire du cinoche. Oh putain, il était là. Ouais, et en fait, ils sont jamais partis. En fait. Exactement. Donc Rolf de R qu'on connaît principalement pour un film qui a quand même un mini-culte qui est Bad Boy Bobby, film qu'il avait sorti au début des années 80. Ouais. Non, 90. Oui, pardon, 90. Moi, je l'ai vu quand c'est sorti ce film-là et ça a été, je me souviens, une séance mémorable. Oui, film pas banal. Un film où tu sors, tu dis qu'est-ce que j'ai lu. Film pas aimable, mais film pas banal, qui pourrait un petit peu résumer justement la carrière de Rolf de R, qui a constamment fait des films très étonnants, qui est souvent, on va dire, traversé par des thématiques communes et souvent dans des formes assez différentes justement, mais notamment toute la question de l'apocalypse potentielle ou en tout cas de la fin du monde ou de la fin d'un monde et comment est-ce que des personnages le perçoivent et peuvent réussir à se sortir de l'état des choses, on va dire. Et donc dans ce film-là, on suit une personnage qui n'a pas de nom, incarné par M. Ouajemi Hussein, actrice australienne d'origine congolaise, qui n'est pas du tout une actrice à la base, c'est pas du tout une comédienne, elle n'a aucune formation, c'est juste que Rolf de R l'avait repérée, et donc elle joue une femme qui est un beau jour abandonnée dans une cage en plein milieu du désert. Et après, on va dire, un certain temps sous un soleil de plomb, elle va réussir à s'en sortir et va entamer un périple dont on ne sait pas vraiment la destination pendant très longtemps. Et donc, elle va traverser plusieurs personnages, rencontrer d'autres personnages aussi, dont la plupart soit l'évitent, soit lui veulent du mal, en tout cas. Parce qu'il y a une histoire d'épidémie voilà. aussi. Il faut expliquer qu'il y a un problème de contact humain dès le départ, pas dès le départ, mais... Qui est posé dès le départ, en tout cas dans un monde qui est contaminé, où il y aurait une force dominante avec des masques à gaz. Où il n'y a plus grand monde. Oui, où il n'y a plus grand monde. Donc une force dominante avec des masques à gaz qui on va dire, fait le ménage dans ce qui reste du continent. Et donc elle va traverser ces différents paysages, on va dire, du désert qui est donc tourné dans le sud de l'Australie jusqu'à des montagnes avec des forêts. En Tasmanie qui aussi. Est donc tourné en Tasmanie, là où habite principalement donc Rolf de R, parce que donc la Tasmanie c'est une petite île, une grosse île quand même. Par rapport à l'Australie, oui. Par rapport à l'Australie, c'est une petite île, on va dire, qui est donc au sud de l'Australie. Et donc c'est là que vient le fameux Diable de Tasmanie, des cartoons de la Warner. Exactement. Donc, qui effectivement contient des paysages très différents du sud de l'Australie, parce que là, c'est souvent justement des grandes forêts, des montagnes, et c'est là qu'est envoyé aussi une bonne partie des bagnards de l'Empire britannique, parce que c'était un territoire, et ça l'est probablement encore assez hostile, on va dire, en tout cas aux conditions de vie particulièrement rudes dans cette dense forêt. Non, ça devait pas rigoler. Ça devait pas rigoler. Il y a plusieurs films d'ailleurs sur la Tasmanie à l'époque de la domination britannique. On va dire que ça rigole pas des masses. Non, outre The Nightingale par exemple, dont on avait parlé il y a 2-3 ans de Jennifer Kent. Il y a un excellent film aussi qui était sorti un petit peu avant qui s'appelle Van Diemen's Land, parce que donc à la base c'était une possession hollandaise. Et ces cochons de Hollandais étaient bien comme les Anglais, c'est-à-dire des gros enculés dès qu'ils le pouvaient avec leur colonie. Et donc bref, territoire particulier. Et donc dans ces paysages-là, elle va tomber sur deux gamins ou deux adolescents avec qui elle va mener une petite portion de route pour essayer de... Ouais, petite portion, on va dire, pour essayer de venir à bien de son projet qui serait de retourner sur une terre qu'elle a connue ou pas, on ne sait pas, parce que justement la porosité, on va dire, entre... faut préciser que personne ne parle, enfin il y a des gens, ça parle, mais ça parle pas de manière intelligible. C'est-à-dire qu'il y a pas de sous-titres dans le film, il y a quelques personnages qui parlent, mais personne ne se comprend parce que personne ne parle la même langue. En fait, ce que Rolf de R expliquait, c'est qu'en gros, les mecs qui ont des masques à gaz parlent un anglais, mais yaourt. L'actrice principale parle donc du congolais, mais un congolais yaourt, et les deux autres acteurs du film, je ne sais plus de quel pays, mais en tout cas, ils parlent aussi leur propre langue, mais dans un yaourt. C'est-à-dire, à la fois, cette incommunicabilité est un des enjeux thématiques du film, mais c'est pas la seule question, on va dire, qui rentre en prise de compte. Donc, comme le titre l'annonce bien, la survie ou ce qu'il reste donc de la gentillesse et puis de la compassion est mis en branle via le personnage principal, où on va être pendant
quand même assez longtemps dans une forme de contemplation des différents espaces, presque une théorie du paysage qui va se mettre en branle par les déambulations du personnage principal dans ces différents décors qui sont tous absolument incroyables quand même. Même dans le cadre du cinéma australien, c'est des choses qu'on voit assez peu finalement, la manière de filmer ce paysage-là, car souvent une des thématiques du cinéma australien serait plutôt la thématique de la route et justement la thématique du déplacement, on va dire, dans l'espace. Là, je trouve qu'il aborde d'une manière assez différente. Donc, il y aurait la contemplation du paysage et la contemplation du monde, et comment est-ce que l'environnement, finalement, influe aussi sur les personnages et sur le parcours du personnage principal. Docteur. Alors, c'est un film très westernien aussi. Hein. Voilà, il y a des attributs qui surgissent de temps en temps, des armes à feu, des chapeaux. Hein. La frontière qu'on dépasse. Voilà, la frontière. Voilà. Donc c'est un film assez curieux. C'est un film qui est. Alors, moi, je précise tout de suite que j'étais pas dans la meilleure des formes quand je l'ai vu. Donc mon jugement est même sûrement assez altéré. Moi j'ai trouvé que on retrouve quelque chose qu'il y avait dans Bad Boy Bubby, qui était l'idée d'un personnage enfermé qui sort à l'extérieur, à l'extérieur du monde. Sauf que là la différence c'est que a priori c'est là où c'est curieux, c'est-à-dire que ce monde-là, a priori, elle le connaît, quoi. A priori, elle sait que le monde est devenu ce qu'il est, donc il n'y a pas de surprise particulière. Et donc on retrouve un petit peu ce schéma comme ça en deux parties. On a une partie enfermée, on va dire, et puis une partie qui serait à l'extérieur. Oui, quoi. La partie dans la cage dure bien 15 minutes. On va croiser des personnages justement plus ou moins plus ou moins sympathiques, voilà, et où justement ce personnage mutique va comme ça révéler l'état des relations humaines en fait à travers son parcours. Moi, c'est ce qui m'a pas surpris, mais je trouve que il n'a pas gagné en optimisme, Rolf De Heer, depuis justement ses films précédents. Même s'il y a des touches. Il y a des touches, c'est-à-dire qu'il croit encore à l'humanité, mais on est quand même dans un univers qui est, moi je trouve, à certains moments, moi je trouve assez proche de Mad Max. Même s'il n'y a pas de véhicule, mais dans ce côté post-industriel, désertique, et puis où la violence est est omniprésente dans toutes les rencontres. Et puis ça m'a fait penser un petit peu, c'est marrant, ça m'a fait penser un peu à ce film de comment ça s'appelle ce film post-apo avec Viggo Mortensen, La Route. Ça m'a fait dans le côté de Johnny Lithgow, qui est un autre Australien. Voilà, de ce côté, avec ce côté méfiance permanente vis-à-vis des autres. Où tu passes paranoïa, où tu passes ton temps soit à braquer quelqu'un pour lui prendre quelque chose, soit les chaussures notamment. Les chaussures, voilà, qu'on décroche à des pendus. Il y a des moments pas mal, c'est-à-dire justement avec cette scène, il y a une scène où j'espère que je me suis pas trompé, mais tu me corrigeras si je dis des bêtises. Mais il y a une scène où elle passe près d'un pont, il y a un pendu, elle pique ses chaussures, et quand elle repasse près du pont, il y a un deuxième pendu, c'est-à-dire qu'il s'est encore passé quelque chose qu'on n'a pas vu. Et donc c'est effectivement une espèce de film assez désenchanté quand même, avec un hors-champ terrible et potentiellement immense. Ouais, complètement. Puis une espèce d'indécision géographique qui fait qu'on ne sait jamais trop où on est exactement, ni quand est-ce qu'on est non plus. On ne sait pas non plus depuis quand vraiment ça dure. Alors qu'a priori, elle part juste sur une ligne droite, mais on ne sait pas vraiment Et on ne sait pas trop pourquoi est-ce qu'elle est non plus dans cette cage, même si on peut se douter avec le début du film que elle a servi d'attraction, on va dire, sans trop qu'on sache pourquoi, mais qu'elle a servi d'attraction d'une manière ou d'une autre à ces gens au masque, voilà, puisque la première scène, ça s'ouvre quand même sur un gâteau d'anniversaire qui est coupé, où on voit un diaporama sur un gâteau. Voilà, où on voit des personnages blancs qui tuent des personnages noirs. Donc je pense qu'il y a aussi tout un discours autour des aborigènes, autour d'une manière générale de notre rapport au tiers-monde, avec justement, et ça je trouve que ça c'est peut-être la dimension peut-être un peu politique du film, quoi. C'est notamment cette dernière partie dans cette espèce de ville industrielle, c'est-à-dire où tu te dis, mais ils produisent pour quoi exactement ? C'est-à-dire qu'ils produisent quoi exactement ? C'est-à-dire ça sert à quoi ? Et en fait tu te dis putain, c'est faire une industrie dans un monde pareil. Et en fait voilà, c'est ça. Et en fait tu te dis voilà, c'est là aussi c'est assez désenchanté. C'est-à-dire que même une fois que tout sera détruit, le capitalisme sera encore là, quoi. C'est-à-dire que même ça il y aura encore des mecs pour faire travailler d'autres gens, pour produire des trucs, quoi, en fait, alors que ces trucs pour l'exploitation, alors que ces trucs-là ne servent plus à rien depuis bien longtemps, quoi. Et toute cette partie finale là, qui est assez dure dans l'usine, où il suffit de tousser pour que ça soit l'équivalent d'une peine de mort, je trouve qu'il y a une espèce d'absurdité en fait.
et qui suit d'ailleurs tout le personnage pendant tout le film d'ailleurs, et on va pas dire la fin, mais qui explique son geste final finalement, quoi, voilà, où il y a une espèce de justement, alors c'est ça, et peut-être le titre est peut-être un peu ironique, c'est-à-dire que Survival of Kindness, évidemment ça a à voir avec le survival comme genre, puisque c'est un survival, mais justement c'est peut-être aussi une espèce d'expérience pour voir jusqu'à où on peut encore avoir, voilà, jusqu'à qu'est-ce qui peut rester en fait, justement, avoir la foi, croire dans voilà, un qu'est-ce qui peut rester comme compassion humaine quand il n'y a plus rien d'autre autour. Et effectivement, c'est cette relation avec ce petit couple qui est très brève en fait, hein, dans le film. Ça, c'est très surprenant aussi, qui est très très brève. Moi je m'attendais à ce que ça devienne vraiment des personnages secondaires très importants, alors qu'en fait ils sont assez vite séparés en fait, même si ensuite voilà, il y a des retrouvailles, et voilà, mais très belle scène au bord d'un lac. Ouais, au bord d'un lac, voilà, c'est ça, avec cette espèce aussi de sentiment. C'est aussi un truc moi que j'aime beaucoup dans le cinéma, qu'on retrouve d'ailleurs dans le cinéma japonais, souvent dans le cinéma australien, il y a un petit peu ça, mais c'est un truc, cette espèce d'impassibilité de la nature, qui est justement qu'on retrouve chez Herzog aussi, cette espèce d'indifférence, c'est-à-dire comme une espèce de présence comme ça, mais qui n'en a rien à foutre en fait de l'être humain. Et d'ailleurs le parallèle entre les êtres humains et les fourmis, parce qu'il y a tout un... D'ailleurs à tel point que je me suis demandé, mais est-ce que c'est des vraies fourmis? Elles sont bien dégueulasses en gros plan. C'est des fourmis numériques, c'est des vraies fourmis? Non, mais ils ont des grosses fourmis en Australie. Ouais, mais là c'est quand même tout est plus gros là-bas. Ouais, mais là c'est quand même des grosses fourmis, quoi, tu vois. Puis elles ont l'air pas sympas, hein, les noires là, les fourmis noires, elles ont l'air pas cool du tout, quoi. Donc il y a des scènes de guerre en fait entre fourmis en fait, qui évidemment qui sont bien, et qui sont bien violentes, ouais. Bien moi j'ai trouvé que c'était bien violent, et qui rentre évidemment en résonance avec probablement des guerres qu'on n'a pas vues, qui sont justement dans ce hors-champ immense qu'on ne voit pas, et qui donnent le monde, même si là aussi ça peut être une épidémie, ça fait référence au Covid, ça fait référence à Mad Max, voilà. C'est un film qu'il a écrit après le Covid, parce qu'il avait un autre projet, mais qui lui coûtait trop cher, et que donc il a dû repenser pour une plus petite économies, on va dire. Ouais, bah ça se sent, hein, que c'est un film post-Covid, voilà, parce que y a toute une scène notamment avec un petit vieux. En fait, on se rend compte au bout d'un moment qu'on peut pas toucher les gens. C'est ça aussi, c'est que justement il y a des histoires de contact qui posent problème. Et puis alors il y a des petits trucs. Moi, il y a des trucs qui m'ont bien plu. Moi, c'est le fait de se faire passer de la manière dont ils se font pour se faire passer pour des blancs, où ils se mettent de la peinture. En fait, ils ont des masques à gaz et ils se mettent de la peinture juste autour des yeux pour avoir l'air blanc. Et ce qui laisse sous-entendre effectivement qu'il y a une ségrégation et une exploitation par la ségrégation, qui est plus ou moins posée en fait dans ce monde-là, puisqu'on voit un jeune homme fuir à travers les forêts, le comte Zaroff, quoi. Ouais, voilà, il y a une espèce de division noir-blanc en fait, qui est assez claire, avec les blancs, même blanc avec les autres, oui, blanc riche, on va dire, d'un côté, et puis tout le reste du monde de l'autre côté, quoi. Mais avec voilà, effectivement une exploitation de tous les gens qui sont plus faibles en fait, hein, qui sont plus pauvres. Donc il y a aussi là, je pense, voilà, il y a une grosse métaphore voilà, que j'ai pas forcément trouvé d'une subtilité génialissime, mais bon, ça va, quoi. Mais qui est presque logique en fait dans le monde dans lequel ça se déroule. Oui, puis qui est presque logique, moi je trouve, par rapport au travail de Rolf De Heer, qui a toujours été un petit peu dans cette vision un peu satirique du monde à travers les yeux d'un personnage qui est placé en position de marginalité, quoi. Donc que ça soit Bad Boy Bubby, moi j'ai pas vu Charlie's Country, donc je ne saurais pas te dire, mais je pense que c'est pareil, c'est en gros un personnage qui en dehors de sa boîte et qui va voir le monde réel avec un regard différent, voilà. En tout cas, c'est pas de côté. C'est le côté lettre côté lettre persane en fait, hein, de Montesquieu, c'est-à-dire de déplacer le regard sur notre monde et montrer, et là pour le coup on montrait la monstruosité, quoi. Avec un film qui en plus qui est filmé dans un scope absolument magnifique. Ouais, l'image est très belle. Hein. Où Rolf De Heer avait décidé de renouveler, on va dire, tout son cheptel habituel de techniciens et puis d'acteurs pour tourner avec quasiment que des jeunes qui avaient jamais fait de cinéma ou très peu. Bah ça va. Hein. Et franchement, en termes de photos, en termes de musique, de chant et tout, elle est parcimonieuse, mais elle est très très belle, elle est très bien placée, et ça magnifie justement les quelques moments un petit peu d'accalmie ou de après contact voilà, avec la nature. Est-ce que c'est un film qui tiendra au-delà justement un petit peu de son concept, c'est-à-dire ce film sans parole, qui est plutôt bien réussi par ailleurs, hein. Moi je trouve que on s'y fait assez vite en fait, au fait que on va pas, c'est pas par les dialogues que les choses vont passer. Du coup, ça fait un film quand même assez franchement cinématographique. Après, est-ce que c'est un truc qui va tenir dans le temps? Ça, je sais pas trop, quoi. J'avoue, je suis pas totalement à 100% certain. Je sais pas, mais je sais la pérennité. Moi, la vision en salle, ça m'a quand même assez bluffé d'avoir justement ce truc qui est quand même très étrange, d'avoir aucun dialogue, d'avoir très peu de musique, d'avoir une sécheresse en fait de mise en scène. Ah bah c'est clair, par contre c'est très sec, quoi. Mais pour célébrer quand même
une grandeur de la nature face à des personnages qui ne peuvent pas faire grand-chose. À part avancer. Voilà. À part avancer malgré tout. De faire une boucle ou de faire un aller-retour. Donc c'est le nouveau film de Rolf de Heer, The Survival of Kindness, qui passe encore à l'Arvor à Rennes cette semaine. On va continuer à parler de personnages qui se démerdent et qui essayent de s'en sortir aujourd'hui dans la rue. C'est le propre des combats de rue. À chaque fois, la rue gagne. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était Wunderbar avec Aujourd'hui dans la rue, suivi d'un extrait bien évidemment de Fast and Furious 7, de la fin de Fast and Furious 7, lors du combat entre Vin Diesel et Jason Statham, où donc Statham n'a pas retenu la leçon de Vin à la fin, c'est toujours la rue qui gagne. Et donc de rue, il en est question. C'est débile comme phrase, ça ne veut rien dire quoi. Mais dans le contexte du film, ça fait totalement sens et c'était bouleversant. Ouais, bref. Voilà, passons. Donc, quart de rue, il en est question à l'occasion de la sortie dans les salles françaises mercredi dernier de Rue des Dames, nouveau film de Amé et Koué, donc du formidable groupe de rap C'est Franc. La rumeur, après leur dernier film, premier long métrage de cinéma sorti en 2016, donc Les Derniers Parisiens, qu'on avait beaucoup aimé ici. Ils avaient réalisé quelques années avant pour Canal+, un téléfilm qui s'appelait De l'encre, qui donc se passait dans le milieu du hop-hop, milieu dont ils viennent. Et donc là, c'est leur deuxième long métrage en collaboration et en tant que metteur en scène, qui donc met en scène Garance Marillier, l'héroïne de Grave, donc notamment, qui joue Magali Di Mia. Je me disais bien que je l'avais vu quelque part. Exactement, qui jouait dernièrement dans le biopic de Marinette, la footballeuse française, et qui donc joue Mia, Magali de son vrai nom, qui travaille dans un magasin de soins, et je ne sais plus comment on dit. Manucure, voilà, j'allais dire de pédicure, mais... Non. Ils font aussi les pieds. Sans doute qu'ils font les deux. J'ai pas vérifié, j'ai pas checké s'ils faisaient les deux. Donc nous, ce qu'on voit, c'est les mains. Voilà, principalement. Voilà. Donc voilà, magasin de manucure, mais qui aussi, on peut dire, pour se faire des extras, parce que la vie est quand même une sacrée chiasse. Ouais. Elle fait... elle traficote, quoi. Elle fait l'entremetteuse, elle ramène des filles à des soirées friquées, dans lesquelles traîne notamment... un jeune footballeur prometteur, star en devenir, qui se fait courtiser par plein de gens. Mais donc évidemment, tout ça va mal se passer. Entre une mère un peu larguée qui sort avec un petit jeune incarné, un jeune flic incarné par Sandor Funtek, qu'on avait vu notamment dans le film Suprême, où il jouait un jeune Kulchen. Et donc évidemment ça va mal se passer, il va y avoir des embrouilles, il va y avoir bisbille, il va y avoir bagarre, il va y avoir des choses qui vont mal se passer. Et donc, surtout il y a une deadline, c'est qu'il faut qu'elle trouve du fric, sinon elle se fait jeter de chez elle. Exactement, déjà qu'elle crèche à l'hôtel pendant un moment. Il faut qu'elle trouve un appart. Ça va être la grosse de mer, alors qu'en plus elle apprend qu'elle est enceinte et que le père de son enfant donc, sort de prison pour être en liberté conditionnelle. Et lui, il essaye de bien faire, mais évidemment tout ça, ça va pas se passer comme prévu. Et donc autour de ça vont traîner des personnages troubles et en tout cas violents, notamment le fabuleux Usli Mandazi, qui jouait déjà dans le... qu'on voit presque pas assez dans le film. Qu'on voit trop peu malheureusement, mais qui donc jouait le frère de Reda Kateb dans Les Derniers Parisiens. Et donc la rumeur avec ce film-là, finalement, a presque le même programme... que à la fois dans leur premier film et que sur album. La rumeur d'ailleurs qui a sorti un nouvel album à la rentrée, Comment rester propre. Et justement cette question, comment rester propre quand tout va mal, comment essayer de garder un semblant de dignité dans un monde et une rue qui ne veut plus de vous, docteur. En fait c'est une espèce de, c'est alors toute proportion gardée hein, évidemment, mais c'est finalement sur le plan scénaristique c'est une espèce de remake de Meurtre d'un bookmaker chinois. Le film de Cassavetes. C'est-à-dire que on a un personnage principal qui est pas honnête, enfin voilà, qui nous est présenté comme traficoteur, comme avec assez peu de scrupules finalement, et qui se retrouve dans une situation où les choses vont tellement mal se mettre en place pour elle, que malgré qu'il ne soit pas présenté comme un personnage extrêmement sympathique dès le départ, l'héroïne va finalement susciter notre empathie. Et ça, je trouve toujours que c'est un procédé intéressant sur le plan narratif, d'avoir un personnage qui n'est pas forcément un personnage avec lequel moi j'ai envie de traîner, et de faire en sorte qu'à la fin du film, on ressent quand même quelque chose quoi, pour ce personnage qui, moi, je trouve pas forcément de la pitié, mais en tout cas de la compréhension. Voilà, de la compréhension, puis de l'empathie, tout simplement. De l'empathie, pas forcément de la pitié, mais au moins de l'empathie. Quoi. Sans tomber dans un misérabilisme. Non, voilà, sans tomber dans le misérabilisme. Et je trouve que de ce point de vue-là, moi je trouve que le film est plutôt réussi, hein, et notamment la composition
apparition de l'actrice principale, moi je trouve, est vraiment plutôt pas mal. Moi, c'est une actrice que je connais pas trop, je dois dire, mais que j'ai pas trop vu jouer pour l'instant, comme beaucoup d'actrices françaises, parce que moi je suis pas très bon en cinéma français finalement, même si je trouve que cette année ça a plutôt été bien. Ouais, et ouais, je la trouve, et même je trouve que le casting d'une manière générale, bon, il y a 2-3 scènes où je trouve que en termes de jeu, 2-3 scènes où je trouve certains plus limités. Voilà, je trouve qu'il y en a certains qui jouent mieux que d'autres. Voilà. Mais grosso merdo. Mais casting aussi composé de gueules, justement, voilà, on va dire de leur entourage, puis qui ont joué dans leur film précédent. Exactement. Et des vraies gueules de Marlou de la rue. Ouais, et puis alors par contre, moi, ce que j'ai trouvé bien aussi, et ce qui justement quelque part rapproche un peu le film de Cassavetes, même si sur le plan stylistique, c'est pas tout à fait la même chose. Mais sur le plan thématique, c'est cette manière de montrer justement Paris. Et moi, j'ai trouvé ça assez crédible, en fait. Oui. C'est-à-dire que j'ai ressenti ça, que j'ai ressenti une certaine forme de crédibilité dans les rues, dans les magasins. Comme ils ont dit plusieurs fois en entretien, puis même sur leurs albums, filmer la rue, c'est filmer le peuple. Donc finalement, c'est le meilleur moyen d'avoir une véracité, puis une honnêteté en fait par rapport au sujet et au personnage. Mais il y a presque, alors je sais pas, peut-être qu'ils pensent pas du tout à ça, les types de la rumeur, qui est par ailleurs un groupe qui est sans doute un de mes groupes de rap français préférés. Ouais. Et sans doute que moi celui que je respecte encore le plus aujourd'hui, alors que plein d'autres ont baissé leur froc 100 millions de fois depuis, et je trouve que la rumeur, ils ont su rester quand même, je trouve. C'est pas le ministère amer. Les gens, puis même en termes d'écriture, ces mecs ont toujours su écrire. Et qui sur scène sont encore toujours hyper forts. C'est un super bon groupe. Donc finalement, j'étais assez content de les retrouver justement, là sur écran. Du coup, c'était assez, et effectivement, c'est assez fidèle à ce qu'est leur esprit, avec je trouve ce rapport au réel qui les rapproche un peu, et peut-être que ça les intéresse pas du tout, mais qui les rapproche, moi je trouve un peu aussi du néoréalisme. Il y a un côté quand même, moi j'aime bien ces films un peu voleurs de bicyclette, justement, où il y a un enjeu clair qui est posé au début du film. Elle est enceinte, il faut qu'elle trouve du fric pour pouvoir avoir un appart. Voilà. Tac. Il y a un enjeu qui est relativement clair dès le départ. Et qui est suffisamment fort qu'on n'ait pas besoin d'en faire des caisses pour expliquer pourquoi. On n'a pas besoin de nous mettre des flashbacks, on n'a pas besoin de vous expliquer d'où elle vient, on la suit au présent. C'est une fille qu'on suit au présent. Et je trouve que c'est assez intéressant de déployer justement toute cette galerie de personnages autour d'elle, qui sont des personnages qui sont tous caractérisés par leur malhonnêteté fondamentale, avec des degrés divers. Depuis justement une patronne de boutique de manucure qui fait du chantage à un flic un peu trop empressé et qui lui-même un peu magouilleur, un agent de footballeur qui est donc un agent, donc c'est quand même forcément une crapule, un footballeur qui est pas très clair, qui est pas très honnête lui-même, voilà, et des personnages comme ça qui se retrouvent, qui sont tous à la fois corrompus et soumis à la corruption des autres et souffrant de la corruption des autres. Disons que une espèce de monde sans pitié un peu. Puis, disons que la corruption elle est pyramidale, vu que si même le plus bas niveau est corrompu, plus tu remontes, plus c'est une corruption à une échelle. Bien sûr. C'est ça le ruissellement. Et il y a une scène assez glaçante justement dans une espèce de vestiaire, de vestiaire où on essaie où on négocie justement ce qui semble être ce qui pourrait apparaître comme un chantage, et ça se passe pas du tout au bénéfice justement des pseudo ou de la pseudo maître chanteuse, puisque c'est l'héroïne qui se charge de ça. Voilà, et après avec quand même aussi des démonstrations d'humanité. Moi je trouve, même si le constat est dur, c'est pas un constat totalement désespéré, parce qu'il y a quand même cette solidarité, mais une solidarité qu'on nous montre parfois un peu biaisée. Ouais, puis une amitié qu'on nous montre jusqu'à un certain point en fait. C'est-à-dire que l'héroïne, à force de se mettre elle-même dans des situations qui empirent en fait à chaque fois qu'elle prend une décision en fait, ça a des implications qui sont pas catastrophiques, parce qu'en fait c'est ça le truc, c'est que c'est pas un film noir, c'est pas vraiment un film noir au sens où il y a pas des exécutions à la fin, il y a pas des gens qui finissent des gens qui ont les genoux pétés, les deux pieds dans le béton, enfin voilà, c'est pas ça, c'est une espèce de film noir quotidien en fait, une espèce de film noir de gens qui bricolent et qui du coup se mettent dans des situations, qui se mettent dans des situations qui peuvent leur attirer de véritables ennuis sur le plan légal, sur le plan judiciaire, jusqu'à justement une certaine forme de violence qui apparaît plutôt dans la dernière partie du film, quoi. Et ça, je trouve que c'est moi j'avoue que j'ai plutôt apprécié. Après, moi j'ai peut-être une réserve sur le nombre de personnages. Oui, c'est sur 1h40, je trouve qu'il y a des personnages qui ont un petit peu du mal à exister.
Moi, j'aurais bien aimé en savoir un peu plus sur la patronne de la manucure. J'aurais bien aimé avoir un peu plus de scènes avec elle. Pareil, ce jeune homme qui regarde des matchs qui regarde des cours de maths, qui est portier d'hôtel, enfin qui est réceptionniste d'hôtel, qui regarde qu'on voit de manière ponctuelle en plus, mais qui sert pas vraiment à grand chose. Non, qui narrativement a pas trop d'implication ou bien d'incidence dans l'histoire. Je sens bien qu'il a un sens, ce garçon, mais je trouve qu'on le voit pas assez pour que je puisse vraiment me faire une idée, moi. Il y a la volonté de montrer, on va dire, la multiplicité d'un microcosme, parce que ça se passe dans quelques quartiers de Paris, dans quelques rues, pour essayer un peu de montrer justement toute la diversité des personnages et puis des relations sociales potentielles qui existent dans ce quartier-là, pour justement parce que ça donner brasse corps à la rue. Voilà, ça brasse le riche et le pauvre. Enfin, on passe des soirées UP, voilà, je veux dire au VTC. Enfin voilà, on passe dans des mondes sociaux très très différents. Mais du fait justement de vouloir avoir cette vision presque périphérique d'un microcosme, fatalement, il survole parfois un peu trop de personnages qui étaient potentiellement intéressants, ou en tout cas où tu te demandes leur apport narratif à l'histoire autre qu'un décorum. Ouais, voilà. Tu vois, la mère, par exemple. Enfin, tu vois, c'est un beau personnage en plus, elle est très bien. Ouais, elle est très bien. Ouais. Et soit, quelque part, soit il y a trop de personnages, soit le film, quelque part, n'est pas assez long. Tu vois, il y a une espèce de cul entre deux chaises. Ouais, une espèce de cul entre deux chaises, je pense, qui fait que, voilà, en regardant le film, je me suis dit, qu'est-ce qui devient lui, qu'est-ce qu'elle devient elle. J'aurais aimé en avoir un petit peu plus, ou alors avoir effectivement gommé certains personnages et se concentrer vraiment sur parce que les personnages principaux sont bien, quoi. Enfin, moi j'aime bien notamment pareil, le personnage du copain, quoi, que je trouve on voit pas tant que ça, alors que l'acteur est bien, et je trouve une sacrée ganache. Ouais, et puis il est intéressant, je trouve, comme le mec en semi-liberté, il faut pas qu'il fasse de conneries, et on sent bien qu'il veut se réhabiliter, le type, quoi, tout ça. C'est un mec sérieux qui est impliqué dans sa relation avec son futur enfant. C'est pas du tout le père fuyard ni rien. Enfin, tu vois, pareil, j'aimerais bien. Alors que justement, ça prend le contre-pied du mec qui a quand même un physique particulier, qui a la gueule un peu grêlée, où tu sens que c'est un vrai voyou, mais qui en même temps cherche pas à se racheter, mais en tout cas à faire amende honorable auprès des gens qu'il aime. Exactement. Donc voilà, je trouve que je trouve que le film est plutôt bien regardé. C'est juste que voilà, il y a peut-être un sentiment soit de trop plein, soit de trop peu. Exactement, et c'est ça, une balance qui est pas toujours bien. En termes peut-être que c'est un truc qui aurait mieux fonctionné, tu vois, sur une série de 5-6 épisodes, tu vois, d'une heure, un truc comme ça. Peut-être que là il y avait peut-être moyen. Bon, après je sais pas, les mystères de la production ont peut-être fait que peut-être que le projet était plus ample au départ et qu'ils ont été obligés de rétrécir pour des raisons financières. Tu vois ils tournent pas, puis tu sais, dans leur économie, on va dire, dans leur manière de faire, ils tournent pas avec des 100 et des 1000. Non, c'est pas Pathé qui produit, quoi. Donc voilà, donc je veux bien. Voilà, je suis tout à fait prêt à entendre effectivement qu'il y a peut-être eu des contraintes et que peut-être que le film était. Moi j'ai eu le sentiment, mais peut-être que je me trompe complètement, j'ai eu le sentiment que l'histoire était plus ample que ça, en fait, que ce que moi je voyais à l'écran. Voilà. Donc c'est Rue des Dames, le film de Ame Ekwe de La Rumeur, encore actuellement dans les salles. Mais soutenez, franchement, soutenez. Il faut toujours soutenir les camarades. Même si j'ai quelques petites réserves, je reste très On sait de quel côté de la barricade. Exactement. Je reste très preneur, moi, de La Rumeur, musicalement et cinématographiquement. Et des gens dont on sait aussi de quel côté de la barricade ils sont, mais là c'est clairement de l'autre côté. Donc c'est du côté où il y a du flouze. Les trois mousquetaires, Milady, ou comme c'est annoncé, c'est le titre du film au générique, Partout 3 Milady. Quoi? Oui, c'est partout. Pourquoi c'est partout? Pourquoi c'est pas deuxième partie? Je sais pas. Pour vendre à l'international? Probablement, au lieu de mettre des sous-titres, ou je sais pas, ou le changer l'intertitre. Car donc c'est la suite du premier volet qui était sorti au printemps dernier, donc les Trois Mousquetaires, partie 1, d'Artagnan, et là, comme son titre l'indique, sachant que ça couvre que les Trois Mousquetaires comme roman, ça couvre pas 20 ans après, non. Comment s'appelle le Vicomte de Bragelonne, qui est le meilleur et le plus beau et le plus dramatique des trois, avec un des plus beaux personnages de toute la saga, qui est bien évidemment Aramis. Mais bon, bref, passons donc... Aramis qui est joué par Romain Duris. Oui, d'accord. Donc on retrouve les mêmes... Donc on n'aura pas le Vicomte de Bragelonne. On retrouve les mêmes quatre connards que dans le premier. Donc Aramis, qu'on voit vaguement joué par Romain Duris. Porthos, qu'on voit encore moins vaguement de loin interprété par Pio Marmaille. Athos, cabotiné à l'américaine par Vincent Cassel. Et donc D'Artagnan, qui donc était le personnage principal du premier, puis qui là, pareil, passe un peu au second plan. Donc incarné par François Civil. Si on les voit pas, alors qui qu'on voit? Alors, c'est bien le problème, on voit pas grand-chose et pas grand monde non plus. Car donc le film est la suite directe du film, donc toujours réalisé par Martin Bourboulon et produit par Dimitri Rassam et Jérôme
Seydoux, donc c'est plutôt un film de producteur, on va dire, parce que clairement Martin Bourboulon, hein, ce garçon avec un nom bien sympathique, est quand même un relatif incompétent en mise en scène. Il l'avait montré déjà avec Eiffel et encore plus avec donc le premier Trois Mousquetaires, où Bourboulon dit qu'il a pris en compte les critiques des spectateurs sur le premier volet, parce que donc les deux films quand même ont été tournés. Ce qu'il faut pas faire, déjà, t'assumes. Ont été tournés donc back to back, donc en même temps, où beaucoup de spectateurs avaient dit que la photo du premier film était quand même vachement trop sombre et qu'on voyait rien. Eh bien, c'est vrai, on ne voyait rien. Donc la photo était, on va dire, marron foncé, avec dans des décors marrons et des mecs habillés en marron. Du coup, là, ils ont tout compris. Ils ont mis un éclairage marron clair. Voilà, qui donc plutôt que la bouse de vache va plus, on va dire, vers un genre de caca de fête un peu ocre, si vous voulez, en termes de photographie. Donc, suite directe, Constance Bonacieux a été enlevée par on ne sait pas qui, mais probablement peut-être par les sbires du cardinal. Et donc, D'Artagnan part à sa recherche pour la sauver, mais sur sa route, il va tomber sur Milady de Winter, incarnée donc par Eva Green. Personnage, là aussi, comme d'ailleurs une bonne partie du film par rapport au chef-d'œuvre de Alexandre Dumas, a été totalement réécrit, puisque donc, c'est un des principes du film, vouloir rajouter des sous-intrigues à un livre qui est déjà quand même excessivement dense, où il se passe énormément de choses, où ça n'arrête jamais. Et donc là, ils veulent en faire quelque chose de plus politique, avec la question protestante qui était déjà, de toute façon, dans le roman de Dumas, avec le siège de La Rochelle qui arrive donc bientôt. Salopard de Jean Zénith. Des voyages en Angleterre, le duc de Buckingham qui fait des saloperies, et le roi Louis XIII au milieu de tout ça qui a l'air des voilà, on ne sait pas trop ce qu'il fait non plus, mais Louis Garrel est bien sympathique dans le rôle. En tout cas, c'est clairement celui qui s'en sort le mieux. Et donc, du personnage de Milady, figure tragique et figure vengeresse fascinante dans le roman de Dumas, qui justement commet les actes qu'elle commet, car elle est la victime finalement des hommes de son temps et du temps lui-même, et donc d'où ça explique que le personnage est là. Ils veulent le réécrire pour en faire une figure plus moderne, mais qui ne fonctionne pas du tout, car justement appuyé par des là c'est même plus des sabots, c'est une charge de cavalerie écrit au forceps et incarné avec une conviction minime par Eva Green, qui n'a pas l'air super concernée par qui se passe, à part qu'elle fait ses yeux tristes, qu'elle fait si bien, certes, mais qu'il a les beaux yeux tristes d'Eva Green. Voilà, des yeux tristes et des gros décolletés. C'est principalement le rôle qu'ils lui ont collé, qui, autant vous dire, ne marche pas des masses. Et donc, je parlais du talent relatif de Martin Bourboulon comme metteur en scène. Donc évidemment, comme c'est dans le même moule que le premier, qui est un genre de moule à caca, et ben là on fait la même chose, c'est-à-dire un moule à flanc à caca. Un moule à flanc à caca. Donc le premier contenait genre 3 vagues combats à l'épée torchés à la va-vite en plan séquence, et ben là c'est pareil mais en plus long. Donc c'est-à-dire que c'est des plans séquences où visiblement le cadreur n'était pas au courant des chorégraphie des combats, donc il ne sait pas vraiment où filmer ou à quel moment, ce qui fait... Et puis comme derrière c'est pas Tsuyar qui réalise, voilà, c'est ça, et donc du coup c'est pas facile, quoi. Le caméraman ne sait jamais vraiment ce qu'il faut cadrer, donc finalement il arrive toujours un petit peu après l'action, après les coups portés, après la bataille, quoi. Voilà, c'est ça, c'est un truc assez étonnant. Et donc à la fois on ne comprend pas la chorégraphie des combats, et moi au bout d'un moment, même dans certains combats, je ne sais même plus qui se battait contre qui, parce que tu ne comprends plus où sont les gens dans l'espace. Déjà qu'il y a une notion d'espace assez ils n'ont limitée. pas rajouté des trucs qui facilitent ça facilite bien dans les scènes de bataille. C'est Athos, prenez garde. Non, même pas. C'est derrière vous, alors, Aramis. Tu vois, ce qui permet de savoir si seulement il y avait ça, c'est qu'on voit à l'écran. Mais pour ça, il faudrait que les 4 personnages apparaissent ensemble à l'écran. Il doit y avoir une vague scène ensemble à La Rochelle, parce que le siège de La Rochelle, qui est quand même une grosse partie du roman de Dumas, qui est à la fois qui est dense, qui est drôle, qui est dramatique, avec que toute une scène dans un fortin, et oubliez tout ça, les mecs ils vont à la Rochelle pour jouer aux cartes et genre faire une mission d'infiltration à la sous Call of Duty, genre pendant 5 minutes la nuit, histoire d'être sûr qu'on comprenne bien que Saint-Malo, là où ils ont tourné, c'est pas La Rochelle, là où ça se passe. Et donc, une scène toute pourrie et toute molle, où les mecs font des trucs simili ninja et dans une scène torchée à la piste. Donc, finalement, le siège de La Rochelle, on va dire que ça n'existe pas. On préfère aller faire du cheval à Fort-la-Latte, quoi. Normalement, je sais pas, c'est l'étoile noire, hein, normalement. Le siège de La Rochelle, c'est le gros moment du roman. Longtemps. C'est le gros moment du roman. Puis normalement, il y a du bateau, il y a de la bataille navale, il y a du bombardement, il y a du cardinal Richelieu. Enfin, il y a tout ça. Alors là, le cardinal de Richelieu, qui est genre un super personnage, là, déjà, il est joué sans conviction et en plus, comme tous les autres, par un personnage qu'on voit finalement très peu et donc qui est supposé avoir une grande incidence sur la petite histoire et sur la grande histoire. Mais là, finalement, t'as genre juste l'impression que c'est un mec qui gratte sa barbiche dans sa robe rouge en disant pop, quelle affaire. En fait, ça donne envie de revoir les Trois Mousquetaires, la version japonaise des années 80. Ah ouais, mais alors, il y a eu quand même un sacré paquet d'adaptations
des Trois La Mousquetaires version kung-fu en France, aux USA, Anderson, en Russie, de Paul W.S. Anderson, et ben qui finalement, qui est quand même déjà un sacré paquet de merde, mais qui est beaucoup plus sympathique, ne serait-ce que par une chose, le fait que son quatuor de personnages existe et ils sont ensemble à l'écran, ils ont de véritables interactions. Oui. Voilà. Alors que là, vu que les mecs sont jamais vraiment ensemble, il y a aucune synergie entre les acteurs et entre les personnages où finalement. Alors qu'il devrait y avoir des scènes de bouffe, non? Mais oui, mais là non, je te dis juste des scènes de beuverie, des scènes de bouffe. Ils boivent un coup puis ils jouent aux cartes et encore ils sont pas vraiment concernés par ce qui se passe. Ils rajoutent des sous-intrigues avec Porthos qui veut se taper la sœur d'Aramis alors qu'elle est bonne sœur, tout ça, des circonvolutions inutiles pour tenter de faire vaguement exister les personnages parce qu'ils avaient oublié qu'ils avaient quand même d'autres personnages que d'Artagnan là-dedans. Évidemment, ça oublie tout sens du sacrifice, tout sens du drame, tout sens de l'épopée, car donc, je le rappelle, c'est un des plus grands romans d'aventure jamais écrits. Et là, ce qui est fascinant, c'est que c'est un film d'aventure, mais sans aventure. Ce qui, à la fois, forcerait presque le respect si c'était pas aussi nul. Et ça forcerait le respect si c'était réalisé par Bresson, quoi. Ouais. Bresson fait Les Trois Mousquetaires. Des mecs dans des pièces qui causent. Eh ben, écoute, pourquoi pas, là, je serais preneur. Qui déclament. Mais oui, mais au moins, au moins, ça sera un parti pris, quoi. Exactement. Et là, vu qu'il n'y a pas de parti pris à part. Alors que là, si tu me vends du spectaculaire, moi, je veux du spectaculaire, tu vois. Je veux des trucs qui pètent, moi. Quitte à dépenser autant de pognon, faites-nous au moins plaisir pour les yeux, avec des vrais combats, avec des mecs qui savent jouer, avec des mecs qui montent les escaliers en se battant, exactement, en reculant. Et en riant. Voilà. C'était le problème du premier, donc c'est évidemment le problème de celui-là, c'est que c'est parasité par un esprit de sérieux absolument incroyable. Oui, alors que nous, ce qu'on veut, c'est du Errol Flynn, en fait. Ce qu'on veut, c'est des mecs qui... C'est comme les Trois Mousquetaires de Bernard Borderie avec Gérard Barret dans les années 60, ils sont absolument formidables, les mecs sont hyper contents de se battre. Il y a une de mes répliques préférées dans le roman de Dumas, à un moment donné, ils vont se battre contre une escouade de mecs, et puis il y a Porthos qui dit, ils sont 12, j'en prends 6. Voilà, c'est ça l'esprit. À aucun moment il y a ça, c'est pétri par un esprit sérieux et qui évidemment dans En fait, il y a plus de Trois Mousquetaires dans Le Seigneur des Anneaux. Oui. Dans les interactions entre personnages que dans les Trois Mousquetaires. Et comme là, en plus, ils sont dans une logique de marvelisation, évidemment, ils annoncent un troisième avec un cliffhanger tout pété du cul dans une réécriture historique absolument lamentable, mais qui ne donne absolument pas envie. À la fin, les méchants, c'est les Chinois. Si seulement. Ah là là, qu'est-ce qu'on rigolerait bien. Donc non, voilà. Le prochain, ce sera Les Trois Mousquetaires chez les mandarins. Ah, pourquoi? Attends, pour vendre en Chine, il faut faire ça. C'est les Trois Mousquetaires partent en Chine pour déjouer des complots. Mon mousquetaire chez les Thaïlandaises. Mon mousquetaire chez les Thaïlandaises, voilà. Ah, si seulement. Mais appelez-nous. On a des idées, nous. On n'a pas d'argent, mais on a plein d'idées. Nous, on a plein d'idées. Non, donc bref, j'en attendais rien, j'ai même pas été déçu, mais c'était quand même tout pourri. Ça dure combien de temps? Ça dure 2 heures. Oh, alors, ils ne font pas subir les 2h48. Dis non, alors par contre, ressenti, c'est le double, clairement. Ah oui, ressenti. Ah ouais, c'était... J'avais déjà oublié en le sortant, je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé au début? Bref, c'était nul. Donc ça partira dans les oubliettes de ton esprit. Exactement, directement dans les toilettes. Donc les Trois Mousquetaires, Milady, voilà, si vous voulez. Ils sont habillés pour l'hiver, là, c'est bon. Ah bah, de toute façon, vu comment ils sont habillés, j'espère au moins qu'ils vont changer de couleur. Hein. On va passer au coup de cœur. Tout à coup, Jean-Michel Mimosé... C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde s'imprègne. Merde. Tout le monde s'imprègne de c'est vraiment la plus grande merde des merdes. Les coups de cœur, docteur, pour finir l'année. Eh ben, je vais terminer de manière assez, on va dire, banale. Classique. Mais voilà, classique, tout à fait classique. Enfin, pas si classique que ça, finalement, avec un western sur lequel j'ai eu l'honneur de travailler ces derniers temps, et qui est effectivement un western qui est très bien, qui est Johnny Guitar de Nicolas Ray, de 1954. Voilà, western au féminin. Western, western assez dark, en fait. Et western, c'est marrant. Visuellement, je veux dire. En bossant dessus, moi, j'étais resté un petit peu dans cette idée que c'était surtout Anthony Mann qui avait fait la transition vers le western européen. Et je me rends compte que celui-ci, Léon a quand même repris pas mal de trucs, notamment Il était une fois dans l'Ouest. Il y a pas mal de trucs qui sont repris quand même de Johnny Guitar, et c'est un film peut-être plus influent que ce que moi je pensais un petit peu avant de m'atteler vraiment à cette œuvre. Et voilà, puis toujours très content de voir cette horrible garce de John Crawford qui a été infernale sur
sur le tournage, et Sterling Hayden qui disait « Je comprends pas pourquoi on m'a engagé. Je sais pas jouer de la guitare et je sais pas faire du cheval. » Voilà. Sterling Hayden, Sterling Hayden, et il y a Ward Bond, Ward Bond en ordure, et surtout Mercedes McCambridge en méchante, qui est formidable. Exactement. Alors moi, ce sera 2 films récents qui partent directement dans le top 2023 et dont on reparlera lors d'émissions donc du Top Parade. Le premier, c'est un documentaire australien, La Stop Larima, de Thomas Tancred, qui est sorti sur Netflix, je crois, based on a true story, sur un habitant d'un bled, donc Larima, dans le nord de l'Australie, qui, dans un village de 11 habitants, a disparu un jour. Et ça commence comme un genre de film truculent avec des personnages improbables. Après, ça dérive vers le plus glauque des faits entre l'accusé, où en fait on se rend compte que tous les gens de ce bled se détestent. Et ça finit dans la mélancolie et la tristesse la plus dure. C'est un magnifique documentaire, absolument incroyable. Et sinon, l'autre, c'est le film indien, donc tamoul de Kartik Subaraj, Jigartanda Double X, préquel spirituel au Jigartanda de 2014, la plus belle déclaration au cinéma que j'ai vue cette année. C'est absolument incroyable, visuellement, narrativement et politiquement. C'est un film absolument fabuleux. Mais pareil, on en reparlera en début d'année prochaine. On va s'arrêter là. Merci Docteur, merci Ulysse à la mise en son de cette émission. Mixtape spécial Jesus la semaine prochaine, donc, et après une petite pause bien méritée, on se retrouve en direct en studio le 9 janvier pour le Top Parade et le Flop Parade donc de l'année 2023. D'ici là, portez-vous bien. Bonne fête de fin d'année pour ceux qui fêtent à toutes et tous. Bonnes vacances à ceux qui ont la chance d'en avoir. Portez-vous bien. Et merde aux autres. Et merde aux autres, voilà. Allez vous faire foutre et à ciao, bonsoir. Salut.